pénurie de terres cultivables qui s'était amorcée dans le dernier tiers du 19e siècle avait transformé profondément les conditions d'existence d'une proportion de plus en plus grande des Canadiens français. En nombre croissant, ils se retrouvaient dans les villes, dans des entreprises possédées et administrées par des anglophones. Leur langue s'en trouva fortement marquée, ce qui alarma les élites lettrées. Leur crainte d'un éloignement beaucoup plus grand avec le français normatif ne firent que s'aggraver de décennie en décennie. Les fondateurs et animateurs de la Société du parler français au Canada, Adjutor Rivard, Stanislas Lortie, Camille Roy, Louis-Philippe Geoffrion, à partir donc de 1902, n'auront de cesse de proclamer la légitimité des canadianismes lexicaux, qu'ils soient des survivants du français d'Ancien Régime, des provincialismes, qu'ils relèvent du français populaire ou qu'ils aient été créés par le peuple canadien. L'anglicisme, voilà l'ennemi, comme le proclame Tardivelle dès 1880. Et on célébrera sur bien des tribunes la langue saine et franche des campagnards, et on l'étudiera, on voudra en faire le socle de la littérature canadienne-française, tout en attaquant de manière de plus en plus virulente celle des villes, corrompues jusqu'à la moelle par l'anglais. Pendant des décennies, la Société du parler français au Canada imposera cette conception plus ouverte du français, avec l'appui notamment de Lionel Groulx et de bien d'autres. Le sentiment d'insécurité linguistique à l'égard du parler français au Canada s'est aggravé de manière constante, de telle sorte que on voit la situation se détériorer jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des intellectuels contribuent à l'entreprise de revalorisation du français canadien, mais les locuteurs de cette langue savoureuse et authentique se faisaient de plus en plus rares. La guerre avait accéléré brutalement le mouvement d'industrialisation et d'urbanisation amorcé au siècle précédent. Les conditions d'existence de la vaste majorité des Canadiens français s'étaient transformées au point où il n'était plus possible d'ériger l'habitant et sa langue en modèle, sans du même coup stigmatiser celle des 3/4 de la population. Et comme l'anglicisation de la langue urbaine n'avait cessé de s'accentuer, les constats devinrent franchement alarmistes et le sentiment d'aliénation linguistique aigu. Les chroniqueurs linguistiques des journaux puis de la radio abandonnent donc peu à peu la défense du français des habitants au profit d'une conception du français qui n'admet qu'une seule norme, celle qui est décrite dans les grammaires et les dictionnaires ou par l'Académie. Le français canaillien est prié de se retirer strictement dans les romans du terroir et à la radio, dans les feuilletons qu'on en tire. Lorsque les premiers romans urbains de Gabriel Roy ou de Roger Lemelin font une place à la langue populaire anglicisée des villes, il ne reste plus grand monde pour célébrer les vertus du français canadien. Ensuite, on commence à s'ouvrir peu à peu au monde francophone et la télévision jouera vers le milieu des années 50 un rôle déterminant à cet égard. On découvre un peu mieux la Belgique, la Suisse bien sûr, mais aussi le fait que le français est parlé un peu partout dans le monde, en Haïti, au Sénégal, en Algérie, et etc. Chaque fois qu'une interview d'un chef d'État, d'un écrivain ou d'un artiste venu de ces pays où le français est la langue d'une petite élite est diffusée, il se trouve quelqu'un pour écrire que cela devrait nous donner une leçon de voir tel personnage antillais, africain ou asiatique parler le français avec tant d'élégance. Sous-entendu, bien peu masqué, nous devrions avoir honte du nôtre. Et on reproche avec virulence la négligence dont font preuve en matière de langue parlée tant de gens instruits, issus des collèges classiques et des couvents. C'est d'ailleurs un billet publié en octobre 1959 par André Laurando, éditorialiste au Devoir, à propos de ses enfants et de leurs amis, dont il déplorait le langage relâché, qui déclenchera un véritable ouragan médiatique. Laurando avait écrit que les adolescents, pourtant instruits dans les collèges classiques et les couvents, parlaient joual, et, ce faisant, il avait donné un nom à cette langue urbaine populaire anglicisée qu'on dénonçait depuis décennies
des décennies et dont la progression alarmait les intellectuels. Alors, je vous passe toute la suite des choses, le frère Untel, la publication des insolences du frère Untel, etc. Et des mois, des années de discussion dans les médias sur la question du joual. Alors donc, des centaines de lettres de lecteurs, de billets éditoriaux, etc. Retournent dans tous les sens la question du joual, de ses causes et de la manière de s'en débarrasser. Car la plupart des gens qui se prononcent voient dans cette variété de langue le symptôme de la dégénérescence de la nation canadienne-française. Donc le drame, c'est que l'élément identitaire le plus fort de la collectivité risquait de perdre son identité. Si on parlait le joual et non pas le français, eh bien c'était toute l'identité collective qui était remise en cause. L'angoisse générée par cette question va agiter la société québécoise pendant plusieurs années et amener le public à faire de plus en plus fortement pression sur le gouvernement québécois pour qu'il adopte des mesures efficaces afin de redresser la situation. Il faut réformer l'enseignement, créer des institutions de soutien linguistique, adopter des mesures pour imposer le français dans l'affichage, l'étiquetage, dans le monde du travail, intégrer les enfants immigrants à l'école française. Commence alors une énorme entreprise collective dont l'objectif ultime, faire du français la langue d'usage public au Québec, n'est toujours pas pleinement atteint 50 ans plus tard, mais quand même, les progrès ont été spectaculaires. Bon, j'avais un petit passage sur le joual en littérature, mais je pense que je vais sauter par-dessus. Une fois écarté la menace de voir, écarté la menace qui faisait de voir notre langue perdre son nom, qu'en est-il de sa légitimité aujourd'hui? Parlons-nous français, un français, le français, ou encore une variété de français? Je crois qu'à tout le moins, le substantif français nous appartient. De 1760 à 1960, l'histoire sociolinguistique du Québec est celle d'une longue détérioration de sa position qui s'accompagne d'une forte progression du sentiment d'insécurité linguistique. À l'inverse, à partir des années 1970, on observe une amélioration constante de la position du français dans la société québécoise, conséquence de la législation linguistique, couplée à une nette régression du sentiment d'aliénation qui fut à l'origine de celle-ci. Les Québécois de 2014 ont une bien meilleure opinion de leur langue, qu'ils considèrent légitime, et estiment désormais normal que les nouveaux venus adoptent le français dans leur vie publique. Une certaine stagnation à cet égard qu'on peut observer depuis quelques années, surtout à Montréal, les garde toutefois sur le qui-vive, et chaque nouvelle publication de statistiques sur la situation linguistique est analysée, décortiquée et commentée abondamment. On trouve probablement peu de sociétés dans le monde actuel qui soient aussi attentives et passionnées par les questions de langue que la société québécoise. Et c'est certainement un des traits culturels les plus caractéristiques de celle-ci.